Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a prévu un événement live dans le cadre des événements live de l'espace. Donc aujourd'hui, on est avec Morgane Famy, qui est psychiatre à la passe du Vinatier et à l'Orspère Samnara, et Aman Mohamed Saïd, médiateur à l'espace. Et moi, je suis Léa Aubry et coordinatrice à l'espace et chargée de mission à l'Orspère Samnara. Du coup, peut-être pour commencer, on peut peut-être présenter l'espace, si ça t'intéresse. Oui. Bonjour, c'est Aman, je suis médiateur à l'espace psychosocial. L'espace, c'est un accueil comme un accueil de jour, mais c'est pas un accueil de jour. On peut accueillir les personnes concernées par l'immigration. On travaille en équipe, on travaille en binôme. Il y a 4 personnes qui travaillent à l'espace. Il y a le psychologue Sam Hamidi et moi-même, médiateur, et Léa Aubry, la coordinatrice de l'espace. Il y a aussi la médiatrice Nara Bajour. Voilà, donc l'espace est situé à Villeurbanne et l'idée c'est voilà, de proposer un accueil libre, convivial pour les personnes pour qu'elles puissent se sentir dans un endroit sécurisant, elles puissent parler, rencontrer de nouvelles personnes et également faire des activités quand elles le souhaitent. Voilà. Pour l'Orsper Samdara, une petite présentation aussi assez brève, c'est un observatoire national sur les questions de vulnérabilité sociale et de santé mentale. On est situé à Bouron, au centre hospitalier Le Vinatier. Du coup, maintenant pour toi, Morgane, peut-être expliquer un peu ce que c'est qu'une passe. Qu'est-ce que c'est qu'être psychiatre au sein d'une passe? Qu'est-ce que c'est qu'être psychiatre aussi? Ouais. Moi, je suis Morgane Famy, donc je suis psychiatre effectivement à la passe du Vinatier. Aujourd'hui, on va plutôt reprendre des bases, ça va plutôt être à destination, je pense, des personnes qui sont concernées par la migration. C'est pas une conférence ou un cours magistral, c'est vraiment pour apporter des connaissances et puis pour ouvrir un débat aussi après avec tout le monde. Moi, je suis donc psychiatre dans une passe, donc les permanences d'accès aux soins. Les permanences d'accès aux soins, en fait, c'est des centres de soins qui sont pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert à l'assurance maladie, ou qui ont des droits incomplets, ou qui n'ont pas de revenus. À la base, c'était fait pour ramener ce qu'on appelait les exclus aux soins, donc c'était suite à une loi qu'on appelait loi contre les exclusions. Maintenant, en fait, dans les passes, en tout cas à Lyon, on se rend compte que la majorité des personnes que moi j'ai dans ma patientèle sont des personnes qui sont issues de la migration. Donc nous, à la base du Vinati, il y a 97% des personnes qu'on voit qui sont issues de la migration. Petite présentation de notre passe au Vinatier. Donc on a une passe psychiatrique, mais on a également des médecins généralistes qui sont là, qui font des consultations de médecine générale assez classiques. On a également un psychologue et une secrétaire, et une assistante sociale. Donc on a vraiment une structure de soins qui mélange à la fois la psychiatrie, le médical et le social, quoi. Et c'est quoi le rôle d'un psychiatre, du coup, au sein d'une passe? Et ben, alors le rôle d'un psychiatre, moi j'accueille des personnes qui me sont orientées soit par des partenaires, soit par eux-mêmes. Le point commun, c'est que toutes ces personnes ressentent une souffrance. Heu, une souffrance qui peut s'exprimer de plein de manières différentes, mais il y a une souffrance qui même parfois n'est pas ressentie par les personnes, mais qui fait souffrir les gens qui sont autour d'eux, soit dans les foyers, soit dans leur famille, soit avec leurs amis. Et donc, moi, mon rôle, mon but, ce que j'aime faire, ce que je tends à faire, c'est de, diminuer cette souffrance. Le psychiatre, en fait, nous, on est médecins, donc moi, j'ai fait des études de médecine. J'ai fait 6 ans de tronc commun de médecine et après j'ai fait 4 ans de spécialité d'internat en psychiatrie. Donc en tant que médecin, on peut prescrire des médicaments, on peut prescrire des examens complémentaires, on peut poser des diagnostics, on peut orienter également. Heu, le but est quand même de prendre les personnes vraiment, bah, les prendre en charge dans leur ensemble, quoi, pour essayer justement de faire diminuer cette souffrance. Tout à l'heure, je disais aussi le mot psychologue, je sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un psychologue. Un psychologue, c'est pas un médecin, c'est un psychologue, c'est un niveau master, c'est ça? Et le psychologue va plutôt soigner également, donc il va faire également diminuer cette souffrance, mais en se basant sur la parole, en se basant sur des entretiens, principalement. Après bon, il peut y avoir certaines formes de méthodes qu'utilisent
différents types d'outils, mais la base de la psychologie est vraiment sur les entretiens, basée sur les entretiens pour faire, diminuer cette souffrance. Et ça veut dire qu'un psychiatre, il ferait pas d'entretien? Non, non, ça veut dire que nous, on peut faire les 2. On a tendance à résumer l'action du psychiatre à la prescription des médicaments. Moi, je peux aussi très bien faire des consultations où je prescris pas à la fin, ça me dérange pas. Heu, mais on a cette possibilité-là, également. Heu, on peut aussi orienter vers des psychologues quand on pense que c'est nécessaire. Moi, je suis pas formé à une psychothérapie en particulier, donc ce que je fais généralement, moi, c'est plutôt du soutien affectif, émotionnel, donner aussi un espace de parole, donc c'est des choses que je peux tout à fait faire également, quoi. Je continue? C'est tendu. Ok. En fait, c'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport aux personnes qui sont même, ils sont pas le sentiment, qui sont en souffrance, qui Mmh. sont en danger pour sur leur entourage. Et ces gens comme ça, des gens, eux, que des fois ils sont très en risque parce que même ils peuvent avoir des risques, par exemple le suicide ou d'autres. Du coup, comment on peut convaincre cette personne que d'aller à l'hôpital ou à la passe pour les personnes parce que ils n'ont pas envie en même temps aussi ils sont pas conscients. Bah, alors la 1re chose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils veulent pas y aller. Est-ce qu'ils veulent pas y aller parce qu'ils ont une mauvaise expérience avec la psychiatrie ou, dans leur pays, ou s'ils viennent d'ailleurs ou ici en France? Est-ce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous? Est-ce qu'ils ont peur heu, d'être d'avoir des traitements qui sont trop forts? Heu et toutes ces peurs-là, en fait, c'est des choses sur lesquelles on peut après, ben, discuter, nous en entretien. Heu, j'ai envie de dire, généralement, ces peurs, une fois que les gens arrivent jusque nous, elles, elles finissent par disparaître. Après, tu posé 2 questions. Tu as posé la question de la dangerosité, qui est loin d'être la majorité des personnes qui souffrent de troubles psychiques, hein. Elles sont plus souvent victimes qu'auteurs, autrices d'actes délictuels. Et la question du suicide. Dans des cas assez particuliers, il y a la possibilité aussi pour les médecins de faire des hospitalisations qui sont contraintes, mais c'est loin d'être la majorité des cas. En fait, la majorité des cas, en discutant soit avec les amis, soit généralement c'est avec les travailleurs sociaux, avec les médecins généralistes, moi je bosse beaucoup avec les médecins généralistes et les travailleurs sociaux, on arrive à faire passer cette peur de la psychiatrie, à faire un peu comprendre, heu, en quoi ça pourrait les aider, ou même des fois juste les gens se disent: «Eh bah, je vais faire plaisir à mon médecin G, je vais faire à mon médecin généraliste, je vais faire plaisir à mon assistante sociale et puis je vais essayer». Et régulièrement quand même, bah, ils finissent par se prendre au jeu en voyant qu'on peut leur apporter quelque chose. Nous, on va pas, on essaye au maximum d'être accompagnant des personnes, c'est-à-dire d'être côte à côte et les accompagner. Le but, c'est pas de les tirer, de les tirer, de les tirer. Et il y a d'autres fois aussi où, bah, quand c'est pas le moment, peut-être que c'est pas le moment et que, bah, ça sera le moment un peu après, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est la présence de médecins généralistes. Des fois, ça peut être aussi un premier pas. Je pense quand les personnes peuvent avoir des douleurs et qui ont Exactement, peut-être d'autres causes qu'une maladie somatique, exactement, bah, peut-être ça permet aussi d'accrocher. exactement. Et sachant que, bah, la plupart des patients qu'on voit sont à risque au niveau de la santé mentale, mais également au niveau de la santé globale. Donc le fait qu'ils puissent voir des médecins généralistes, c'est très important. On discute beaucoup avec, mes collègues médecins généralistes, il y a énormément de choses qui passent par le corps. Il y a plein de symptômes et faire attention déjà à ce corps un peu meurtri, c'est, et ben, pouvoir apaiser la souffrance et pouvoir peut-être après ouvrir d'autres choses, en psychiatrie ou en psychologie, quoi. Quand tu as dit qu'il y a des symptômes du corps, Ouais. qu'est-ce que c'est symptômes du corps? Par exemple, Par comment je exemple peux repérer par exemple, c'est soit des douleurs, avoir mal un peu partout, avoir mal au ventre, avoir mal à la tête. Beaucoup me disent: «J'ai la tête qui chauffe, j'ai la tête qui tape», des douleurs articulaires, souvent c'est plutôt des choses de cet ordre-là. Et ça peut être un signe on utilise aussi le mot symptôme. Un symptôme, c'est, ben, un signe d'une maladie. Ça peut être un symptôme d'un trouble mental ou d'un état de souffrance, psychique, de souffrance, de l'âme.
Et comment ça se passe un entretien avec un psychiatre, en fait? Si tu pouvais Nous, décrire. c'est difficile de faire une généralité parce que je pense qu'il y a, on a tous un peu nos méthodes. Moi, pour vous parler de ma pratique, j'essaie d'être le plus ouvert possible. Je commence toujours par dire aux gens que s'il y a des choses qui sont trop difficiles à dire, s'il y a des choses qu'elles ne souhaitent pas dire, c'est pas la peine. On est là, on apprend à se connaître. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un, donc eh ben c'est pas, ils sont forcés à rien. Je rappelle aussi le cadre législatif français, de dire que bah, je suis soumis au secret professionnel. Donc ce qui se dit, ça reste entre le patient et moi. Et s'il y a un interprète, l'interprète précise également qu'il ou elle est soumis à ce même secret professionnel. Euh, Après, je leur dis aussi que au début, je pose beaucoup de questions, tout simplement pour me faire une idée globale de la personne. Donc, je leur dis que ça peut faire un peu interrogatoire. Si à un moment ils veulent faire une pause, faut pas hésiter à me le dire. Le but, c'est vraiment d'essayer d'instaurer un climat de confiance. Et après, étape par étape, ben, je vais poser des questions pour connaître l'état mental, l'état psychique, ce que ressent la personne, quel a été son parcours, est-ce qu'elle a déjà eu des problèmes en santé mentale ou autre, comment ces problèmes-là actuels sont arrivés, quel impact, c'est très important, quel impact ça a sur sa vie, la vie professionnelle s'ils ont au travail, mais surtout la vie en relation avec les autres, comment les gens se perçoivent eux-mêmes. Et au bout de cette consultation, soit bah, il y a un diagnostic qui peut être posé, on en reviendra aussi tout à l'heure sur la question du psychotrauma. Et j'essaye au maximum d'expliquer ce diagnostic, même si c'est compliqué, parce que moi j'ai un background, j'ai une culture qui est très basée sur la médecine occidentale, et ça parle pas toujours. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir aussi des médiateurs en consultation qui peuvent expliquer ça. Et s'il y a nécessité de faire un traitement, bah, à la fin je prescris quoi. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, quand ils viennent, ils ont pas, on n'a pas les mêmes concepts. Exactement. Et quand il vient sur pratique avec le praticien, c'est peut-être qu'il a de l'expérience occidentale et lui, l'autre, il n'a jamais allé à l'hôpital même voir un Ouais, docteur ouais, médecin. Et quand tu l'expliques, il mélange entre docteur, psychiatrie, psychologue, ils perdent. Et du coup, quand on l'explique, un psychologue en psychiatrie, c'est quoi le rôle de psychiatrie? Et bah, c'est-à-dire du suivi info, qu'il prend le personnel, mm, comme c'est il est faux. exactement. De quoi ça, comment on peut expliquer? Parce que ce que tout à l'heure tu disais, ce qui est très intéressant. Est-ce que je suis obligé de parler tout? Je le ressens, par exemple, est-ce que je suis obligé de Mm. répondre des questions de psychiatrie ou de psychologue, quoi? Non, on est obligé, on n'est pas du tout obligé de répondre à tout, à toutes les questions. Après, comment faire pour déstigmatiser la psychiatrie? Donc déjà, je pense que c'est important de rappeler que la santé mentale, ça concerne tout le monde. Tout le monde, que ce soit les personnes, les exilés, les personnes qui ont un parcours migratoire, les autochtones, les Français, ça peut concerner absolument, absolument tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est la santé mentale? Alors ça, c'est une question que moi je trouve toujours très difficile à répondre en fait de ce que c'est la santé mentale. La santé mentale, déjà, ce concept, il est très, bah, il varie en fonction du temps aussi. Je pense que je vous aurais pas dit la même chose il y a 20, 30, 40, 50 ans que maintenant. Il est aussi, donc il est historiquement situé, sociologiquement situé et culturellement situé. C'est ce que tu disais, la santé mentale, elle est pas représentée partout pareil. Euh, la santé mentale, en fait, déjà, première chose à dire, comme je dis, c'est que ça peut concerner absolument tout le monde. La santé mentale, ça concerne aussi bien le bien-être, donc des choses qui vont être bah, les capacités de maîtrise, de contrôle sur sa vie, de sentiments de bonheur, et d'un continuum qui pourrait aller jusqu'aux troubles psychiques. Et chacun dans sa vie, ça peut varier en fait. Il y a des moments où on peut être plus ou moins bien, il y a des moments où eh ben, on peut soit réactionnel à des situations, comme c'est souvent le cas dans la migration, on peut avoir des moments de détresse ou de souffrance psychologique, sans que ce soit forcément à pathologiser. On dit souvent que ça, c'est des réactions normales à des situations anormales. Euh, et après, ça peut aller jusqu'aux troubles psychiques, donc du bien-être, la souffrance, jusqu'aux troubles psychiques qui là sont des maladies, donc avec des symptômes, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont caractérisés. Un ensemble de symptômes peut nous permettre après, nous, de poser un diagnostic. Donc,
Et pardon, je voulais juste finir. La santé mentale, donc, comme je vous disais, c'est aussi quelque chose qui va être, elle est située dans le temps de la personne, donc elle est aussi influencée par l'environnement. On n'est pas perméable à notre environnement. Il y a des causes qui sont internes, qui peuvent faire varier la santé mentale, donc des choses qu'on ne peut pas changer, hein. Le fait d'être un homme ou une femme, ça expose à différents risques. Le fait d'avoir des antécédents dans la famille, c'est-à-dire d'avoir des proches qui ont souffert de troubles mentaux, c'est aussi un risque. Mais ça dépend aussi de causes externes, donc ce qu'on vit. Nous, on dit beaucoup en psychiatrie qu'on est des êtres biopsychosociaux. Et donc tout ça peut avoir une influence sur notre santé mentale, donc la biologie, bah, comment notre corps fonctionne, pardon. La psychologie, donc bah, comment on va penser, se sentir, se comporter avec les autres, et sociaux, comment on va bah, évoluer avec notre environnement. Est-ce que, avant que tu termines sa question, parce que c'est intéressant, ce que tu dis, est-ce que la santé mentale ou de souffrance, la question de maladie, est-ce qu'on peut hériter, je sais pas, ou ça peut transmettre des C'est une parents? très bonne question. En psychiatrie, il n'y a pas de déterminisme génétique. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon père, ma mère, mon frère a un trouble psychique que j'aurai forcément un trouble psychique. Par contre, le fait d'avoir des proches qui ont un trouble psychique, ça fait comme une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va être plus vulnérable au fait de développer peut-être des troubles mentaux. Mais c'est pas du tout parce qu'on a un trouble psychique pardon, que dans notre famille, il y a des troubles psychiques, qu'on en aura forcément un. Il y a beaucoup de choses, comme je dis, qui dépendent de l'environnement. Est-ce que l'environnement va apporter beaucoup de stresseurs ou non? Une personne qui a peu de vulnérabilité, donc un très bon patrimoine génétique, a aucune personne dans sa famille qui a des troubles mentaux, mais qui est soumis à énormément de stress, peut développer un trouble mental, pardon, alors qu'une personne qui a peut-être plus de vulnérabilité aura besoin d'un stress moins important pour développer un trouble mental. Ce qui est important de dire aussi sur la santé mentale, ça me fait penser à quelque chose, c'est que ça, le fait d'avoir un trouble ou non, on peut récupérer les troubles. Je veux dire, c'est pas des tares, c'est pas fataliste, c'est pas des choses qui vont forcément durer toute la vie. Et même si c'est des pathologies chroniques, on peut se rétablir, on peut vivre tout à fait normalement avec un trouble mental. Ouais, c'est exactement sur quoi je voulais rebondir et dire, c'est pas parce qu'on avait une maladie qu'au final on pouvait pas être en bonne santé mentale aussi Exactement, et se rétablir. Donc c'était. exactement. Vous voulez réagir sur quelque Non, non, chose? non, pas tu Non. peut-être. Donc du coup, aujourd'hui, on est là aussi pour discuter un peu du psychotrauma, et notamment en lien avec la question de la migration. Donc du coup, comment tu définirais un peu le psychotrauma? Qu'est-ce que c'est? Mhm. Pourquoi on parle de ça? Et après, bah, pourquoi on le met en lien aussi avec la migration? Alors déjà, pour commencer à parler du psychotrauma, il faut déjà essayer de définir ce que c'est qu'un traumatisme. On parle de traumatisme, un événement traumatique, donc c'est quelque chose c'est un événement auquel est confronté un individu et qui vient faire ben, un peu fracture dans la vie de cet individu. Il y a plusieurs manières de définir ce que c'est qu'un événement traumatique. Soit on peut se baser sur des critères qui sont objectifs, soit plutôt sur des définitions qui sont subjectives. On va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui parce que c'est pas forcément la peine. Mais en tout cas, c'est un événement, voilà, auquel va être confronté un individu et qui va avoir des conséquences. Des conséquences donc qui seront le psychotrauma. Cet événement, il peut varier complètement en qualité. C'est-à-dire que cet événement, il n'est pas prédéfini. L'événement, ça peut être un tremblement de terre, subir des violences, ça peut être avoir un accident de la route. Et tout ça, ça peut avoir des conséquences par la suite. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est toujours la rencontre entre un événement et un contexte. C'est-à-dire que les conséquences ne seront pas les mêmes en fonction de dans quel environnement évolue la personne qui subit cet événement. C'est-à-dire que est-ce que bah, il va plutôt y avoir de la reconnaissance de la souffrance de la personne, une empathie, ou est-ce qu'à l'inverse, ça va être suspect, et la personne va être suspect de mentir, est-ce qu'elle va être isolée? Donc vraiment, l'aspect communautaire qu'il y a autour des personnes
est très important. Je ne sais pas si ça répond à ça, c'était sur le psychotrauma, et l'autre partie de la question, c'était C'était sur sur le lien avec le la lien avec la migration. migration. Pourquoi on met un lien Pourquoi on met en lien avec la migration? Il y a plusieurs choses. Déjà, la migration, c'est pas une maladie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on migre qu'on va forcément être malade. C'est pas parce qu'on vit des choses très difficiles qu'on va forcément avoir des conséquences. Mais par contre, la migration, c'est un facteur de risque de développer des troubles mentaux. Mais tous les troubles mentaux, hein, ça peut être le psychotrauma et d'autres. Euh, Pourquoi? D'une part, parce que les personnes exilées sont plus souvent victimes de violences qu'en population générale. Que c'est des violences qui sont plus souvent, je sais pas comment le dire, mais extrêmes, on pourrait dire quasiment, qui sont plus intenses, avec plus qui sont souvent intentionnelles. Et tout ça, ça va avoir un fort impact, sur le risque de développer un psychotrauma derrière. Et aussi parce que quand ils arrivent en France, eh ben, parfois les conditions d'accueil peuvent aussi à rajouter un sur-risque dans le fait de développer des traumas. En fait, je suis d'accord avec toi avec ce que tu dis. Par exemple, il y a des personnes qui sont passées par le désert ou par Méditerranée, par la Mhm, Libye. Et aussi, en arrivant ici, il y avait une autre imagination. exactement. Du coup, toutes les violences qui sont suivies là, même s'ils ne sont pas suivis directement, il y a certaines une partie qui sont venus avec eux ou avant, qu'ils ont vu cette violence. Et en arrivant ici, il y avait l'imagination que je peux, tout de suite, je vais avoir un travail, tout de Ouais, suite, je vais commencer un appartement ou logement, tout de suite, avec tout ça. Et dans la réalité, c'est pas ça quelque part. ouais, Du coup, ça fait un peu l'inverse. Peut-être que ça peut choquer cette personne. exactement. Est-ce que ça peut développer une trouble sentimental ou c'est pas le psychique Oui, oui. Mais tout ça, ça fait quasiment en fait des deuils successifs, ça fait des pertes répétées, donc soit des pertes des pertes d'amis, des pertes de famille, mais aussi des pertes, comme tu disais, de l'espoir de ce qu'on pouvait trouver en arrivant en France. Donc tout ça, ça va avoir un fort impact. Il y a aussi des notions on n'y pense pas forcément toujours, mais le fait de s'adapter à une culture qui est différente, à une société qui est différente, et ben ça aussi, ça peut être des choses qui sont très difficiles. C'est aussi les personnes migrantes, les personnes exilées, peuvent être victimes de stigmatisation, de discrimination, et ça, c'est très bien montré dans les études, dans la littérature internationale, que ça a un impact sur la santé mentale. Et c'est là où le psychotrauma, c'est quelque chose de très vicieux, c'est-à-dire que plus on est traumatisé, moins bonne sera notre intégration à la fin. On va détailler, je pense un peu après, je vous expliquerai ce que c'est les symptômes, et ça va aider à comprendre pourquoi, pourquoi les, ça va avoir un impact sur les capacités, sur l'intégration, on va dire, des personnes, quoi. Est-ce que tu as des questions Non, je te laisse je enchaîner. recapitule. Ok. Et en fait, il y a certaines personnes, par exemple, là, ce que je vois, c'est est-ce qu'on ils, je sais pas, ils ont vécu un problème, un parcours très très difficulté. Mhm. Et après, le temps qui sont passés, pour le moment, c'était rien passé, mais après 5 ans ou 3 ans, on voit un déclic. Ouais. Est-ce qu'il y a un impact ou c'est pas parce qu'ils sont faibles qu'ils se sentent comme ça ou c'est ce que c'est la santé mentale peut-être que pour les personnes il y a C'est- certaines personnes qui sont ils ont cette sensation parce que cette personne qui n'est pas fort. Ouais, ça c'est très bien ce que tu dis, ça fait partie des préjugés qu'on a sur la santé mentale, c'est-à-dire qui est associé à la faiblesse, alors que c'est pas de la faiblesse, c'est de la souffrance. Est-ce que tu irais dire à quelqu'un qui fait une crise cardiaque qu'il est faible parce qu'il a mal? Je pense que ça fait vraiment partie des préjugés. Après, tu posais la question de pourquoi il y a des fois des personnes qui vont bien pendant des années et qui, au bout de 3 4 ans, il se passe quelque chose et d'un coup, ça va moins bien. Des fois, ça peut s'expliquer par, il y a un événement qui peut nous paraître banal en tant que personne et qui, pour les personnes qui le vivent, ça les fait complètement aller mal. Euh, ou soit des fois,
le fait d'évoluer, il y a des choses qui nous reviennent plus ou moins en mémoire et ça peut revenir dans ces contextes-là. Donc j'ai dit, on est quand même des êtres qui sont perméables à notre environnement, donc tout peut avoir une influence sur ce qu'on vit. Et moi, j'ai un patient euh, enfin, qui était militaire, et il a fait toute sa carrière à l'armée sans avoir trop de symptômes. Enfin, il est parti, et c'est même quelques années après, c'est 5, 10 ans après son départ de l'armée, qu'à un moment, bah, tout ce qu'il avait vécu est remonté d'un coup, et il a développé un vrai trouble de stress post-traumatique, mais plus de 20 ans après les faits, quoi. Et des fois, il y a aussi une part de mystère, hein. Moi, je ne peux pas tout expliquer, hein, donc C'est pas une question, en fait, pourquoi tu me posais des questions? Parce qu'il y a certaines personnes, à un moment donné, ils étaient toujours dans l'actif, travaillent toujours. Mhm. Ils n'avaient pas une rupture pour travailler, même s'ils ont vécu pendant la guerre ou ils ont passé des parcours très très complexes. À un moment, ils n'avaient pas le sentiment, parce que peut-être que quand ils sont arrivés, ils ont Ouais, perdu leur pouvoir, quelque part, je sais pas, exactement. responsable de famille ou quelque chose de patriarcat, ou peut-être que de venir ici, qu'ils se retrouvaient de travailler, être Ouais. accompagné par les enfants quelque part, et aussi la honte quelque part de ne pas Exactement, ouais. dire, et je ne sais pas avec qui il va parler, et tout s'accumule, et l'imagination, Exactement. et je sais pas, cette personne, peut-être aussi ça peut déclencher quelque part. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, mais tout à fait. Et comme tu as dit, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est la honte. La honte, c'est quelque chose qui est super important et qui va empêcher d'accéder aux soins. Le fait d'avoir honte de ce qui nous est arrivé, le fait, comme tu dis, d'avoir honte, d'avoir eu avant un statut et de maintenant être obligé d'être aidé, de perdre son pouvoir d'agir. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Nous, on essaye au maximum de favoriser le pouvoir d'agir des gens, donc leur capacité de contrôle, en les intégrant au maximum dans leur prise en charge, en leur expliquant, mais c'est quelque chose qui est très très difficile, parce que ce pouvoir d'agir, il est mis à mal même par leurs conditions de vie et leurs conditions d'existence qu'elle a, quoi. Avant que tu prennes, parce que la question avant que je l'oublie, Vas-y, vas-y. est-ce que la santé mentale est un tabou? En France? Non, parce qu'on peut parler comme ça spontanément, comment on peut parler par exemple, parce que j'ai l'impression parce que quand il y a deux publics, c'est-à-dire des publics qui sont des gens des francophones, qui sont d'habitude, même les mots, les terminologies, ils sont en français par exemple. C'est quelqu'un qui connaît les terminologies, c'est-à-dire il a la base de connaissances sur la santé mentale, qui a les personnes qui sont jamais allées à l'hôpital. Comment il peut exprimer par exemple cela? Alors ça, tu veux dire, le tabou qu'il y a dans les populations, je sais pas. Le tabou, parce qu'en fait, ils ont peur, comme tu disais, qu'il y a le projet d'extérieur. Si moi, j'ai le sentiment que j'ai peur que les personnes qui me jugent, à qui je peux parler, comment je peux parler avec les personnes professionnelles. Bah, généralement, moi, dans ce que je vois, c'est avec les travailleurs sociaux, s'il y en a qui sont autour. Je veux dire, les premières personnes à qui les gens vont se confier, c'est les travailleurs sociaux, les bénévoles ou les médecins généralistes. C'est-à-dire, s'il y a un tabou culturel, entre guillemets, ben, les gens vont peut-être aller moins forcément voir leurs amis, leur famille, et plutôt se confier à des personnes qui seront plus neutres, qui sont moins affectées, qui sont moins liées sentimentalement. Et donc ça serait bah, généralement les travailleurs sociaux, les bénévoles, les médecins généralistes, les infirmiers. Eux, après, peuvent nous les orienter vers nous, les psychistes, les psychiatres et les psychologues. Voilà. Donc c'est souvent. Ou ça passe par vous à l'espace, les médiateurs pairs. Des fois, vous pouvez avoir ce rôle-là aussi, quoi. Sinon, en fait, parce que l'idée aussi d'aujourd'hui, que de sensibiliser les personnes, de donner un peu, comment dire, un espace pour parler, pour exprimer, et sans avoir honte, tu vas passer, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler avec quelqu'un, même Mhm. si c'est pas une question de santé mentale, aussi culturellement, avec quelqu'un que tu prends Ouais, face à face, une chaise, de parler avec quelqu'un, et besoin, on a besoin de, comment dire, confiance en soi ouais. pour parler, même de l'entretien d'embauche. S'il y a c'est pas une culturel Mm. quelque part. Du coup, imaginez s'il y a un problème, comment dire, psychotrauma, et rajouter ça. Et ça aussi, il faut avoir beaucoup d'efforts pour faire ça. Mais pour ça, nous, on est capable aussi, avec les collègues, on essaye de leur
donner un peu des outils ou se orienter vers les passes ou vers d'autres professionnels pour dire que on a besoin de ça, peut-être qu'on peut le donner le numéro de téléphone vers vous, ça nous arrivait par exemple de t'appeler Ouais, ouais. et que de faire le contact. Mais c'est aussi le but des interventions qu'il y a comme celle-ci, quoi, c'est de Oui, pouvoir. c'est de rendre accessible en fait Ouais, et de permettre de mieux comprendre et savoir qu'il peut exister des outils, des ressources et qu'on peut s'en saisir, quoi. C'est carrément ça. Du coup, si on peut revenir parce un peu pour suivre le fil, mais du coup, si tu devais donner un peu des symptômes du psychotrauma, quand on sait qu'une personne pourrait se dire, ah bah tiens, ça serait bien que j'aille voir quelqu'un, que j'en parle, que... moi, je vous parlais des principales plaintes qu'on me dit quand on C'est... arrive, le sommeil. La première que je vois, Mm. c'est les gens n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir soit parce qu'ils ont du mal à s'endormir, parce que bah, y a des pensées qui vont tourner en boucle dans la tête, après j'ai la tête qui chauffe, qui font que le sommeil ne vient pas. Mm. C'est aussi beaucoup des cauchemars. Donc là, des cauchemars où les gens vont revivre l'événement traumatique, donc ce qui a causé leur souffrance. Des cauchemars où c'est vraiment revivre exactement ce qui s'est passé, parfois plusieurs fois par nuit. Et ça, ce que ça induit, c'est une peur de s'endormir, parce qu'on n'aurait pas envie de s'endormir pour revivre ce qu'on a vécu. Euh, le fait de revivre les événements, ça peut aussi se passer dans la journée. Ce qu'on va appeler des flashbacks dans le langage courant. Ça aussi, c'est une plainte qui est très fréquente. Ces flashbacks, soit ça peut venir comme ça, donc sans rien, je suis tout seul assis dans ma chambre, et d'un coup j'ai un flashback, mais souvent c'est en lien avec des situations. Typiquement quand je croise des policiers, des militaires, quand je fais mon récit de vie, parce que c'est à ce moment-là où je vais devoir revenir sur tout ce qui a été compliqué, ça risque d'induire donc ces flashbacks. Ces flashbacks, ça peut prendre des formes différentes. Ça peut être des images mentales. Des fois, ça peut être entendre les sons qu'on a entendus, ressentir les odeurs. Des fois, même revivre complètement la scène. Euh, donc, il y a ces choses-là. Comme je disais tout à l'heure, les symptômes physiques associés à ça peuvent faire suspecter. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hypervigilance. Donc, l'hypervigilance, c'est une espèce de sensation de peur, une espèce de prémonition que des fois on peut ressentir. Typiquement, quand on se sent pas à l'aise, si on marche un peu seul le soir, on se sent en danger, bah, si vous imaginez ce sentiment-là, mais décuplé. Avec toujours cette impression qu'il va nous arriver un malheur, qu'on est en danger. Et ça, c'est très 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 difficile à supporter, parce que on est tout le temps sur les nerfs, on est tout le temps en colère, et on est tout le temps voilà, prêt à bondir, quoi. C'est pour ça que des fois, quand il y a une porte qui se claque, les gens les voient vraiment sauter comme ça ou sur leur chaise, quoi, parce que ils sont toujours sur un mode sur un mode d'hyper éveil, on dit. Et enfin, il y a la question de l'évitement, c'est-à-dire que le fait d'avoir vécu des choses très difficiles, eh ben, on n'a pas envie de s'en rappeler. Parce que s'en rappeler, ça peut faire des reviviscences. Donc on va éviter toutes les situations qui peuvent nous faire penser à ce qu'on a vécu. Typiquement, si moi, je sais pas, je me fais agresser euh, en bas de chez moi, dans une rue en bas de chez moi, et ben après, je prendrai plus cette rue. Je vais éviter cette rue. Donc c'est un peu le même principe. C'est pour ça que des fois, lors des entretiens de récit de vie, ou même lors des entretiens de psychiatrie, on, on a l'impression que voilà, il y a des choses qui sont passées, mais les personnes nous disent non, enfin même pas nous disent non, c'est-à-dire qu'elles n'en parlent pas, et parce que en parler, c'est s'exposer au fait de revivre les choses. Ça, c'est très compliqué parce que dans le cadre des entretiens à l'OFPRA ou à la CNDA, ça peut défavoriser les demandeurs d'asile, parce que justement, on leur demande de revenir sur ces moments-là. Donc là, c'est à nous, euh, bah, soignants, travailleurs sociaux, tout le monde, d'essayer de préparer au mieux les gens et de diminuer au maximum cet évitement pour que les personnes puissent être préparées. Je pense en même temps, c'est pour ça des fois j'ai fait un peu des pauses. Il y a la notion il y a beaucoup de consommation aussi. Beaucoup de gens qui viennent me voir
Pas, la plupart, c'est pas eux-mêmes, hein, c'est un copain ou un médecin ou un ou une travailleuse sociale, un médecin qui remarque que les personnes consomment des substances. Généralement, ça va être alcool, cannabis ou médicaments. Et ces consommations, en fait, elles sont à viser, enfin, elles sont faites pour faire diminuer le stress, faire diminuer les surviviscences. L'alcool, moi je dis toujours à mes patients, alors l'alcool, pour vous, ça a été un médicament génial pendant des mois, des années, ça vous fait dormir, ça vous fait vous sociabiliser, ça fait diminuer les reviviscences. Le problème, c'est que ce médicament, il a beaucoup plus d'effets indésirables, donc il va beaucoup plus vous apporter d'effets négatifs que d'effets positifs. Parce que l'alcool, le lendemain, les symptômes, ils sont plus intenses, ça a des effets catastrophiques sur la santé physique, et ça a des effets catastrophiques sur la santé mentale. Mais par contre, c'est la manière qu'avaient les gens de supporter leur situation, donc j'ai envie de dire, c'était la bonne manière tant qu'ils l'ont fait. Et nous, le but qu'on fait après, c'est pas du tout de les juger ou de leur dire c'est pas bien. C'est dire bah moi, nous, on peut essayer de faire diminuer la souffrance que vous ressentez par autre chose. Et c'est comme ça qu'on essaie. Tout à l'heure, tu me posais une très bonne question. C'était avec. Ah oui, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui prend les médicaments de son pote? Ça arrive tout le temps. Moi, ils me ramènent des boîtes, en fait, en disant je prends ça, 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 ça. Alors je leur dis, c'est pas du tout quelque chose à faire. Je pense que si on ressent le besoin de, de prendre des médicaments, il faut aller en parler avec un médecin, un ou une médecin, avec travailleur social. Mais tant qu'ils l'ont fait, on peut pas leur en vouloir parce qu'on ferait tous pareil. Je pense qu'on le ferait tous, on chercherait tous des... Solution. Et c'est pour ça que des fois, même quand nous on a mal, on peut aller fouiller dans l'armoire à pharmacie d'un pote ou je sais pas quoi, et on le fait tous. Mais là, le message de prévention, c'est de dire que si vous en sentez le besoin, essayez de pouvoir en parler pour qu'on trouve d'autres solutions qui seraient moins nocives pour la santé, quoi. En fait, comme je te dis, qu'en fait, tu me fais penser à certaines personnes qu'ils ont commencé par paracétamol, après ils sont partis jusqu'à tramadol, et Mmh. après ils sont partis jusqu'à d'autres médicaments. Et parce qu'ils sont habitués de prendre le médicament normal, Ouais, parce que ouais. ça se fait. Quand j'ai mal à la tête, moi-même, je peux prendre soit paracétamol ou par... Et peut-être que pour eux, il ne faut pas faire distinguer entre les médicaments. Ils pensent que tous les médicaments, ça peut Ouais. donner à d'autres personnes. Oui, mais ça, mais complètement. Mais en fait, c'est pas si évident que ça, hein, de savoir de quel médicament sert à quoi. Mm. Je veux dire, moi, j'ai besoin de 10 ans d'études pour le savoir, mais nous, on a, je pense, en population générale, certaines connaissances, mais c'est absolument pas le cas de tout le monde. Et donc, encore une fois, le message que moi j'aimerais faire passer, c'est que s'il y en a qui ont ce besoin-là, eh ben, ça peut être l'occasion justement de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui les fait souffrir et peut-être trouver des solutions. Et du coup, si j'ai un ami qui se sent pas bien, et qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux l'encourager? À qui je m'adresse? C'est une question qu'on peut rencontrer souvent en fait. C'est je connais un tel qui va pas très bien, qu'est-ce que je fais en fait? Ça, c'est compliqué comme question, parce que moi je vous dirais bien d'aller voir un psychiatre, mais dans les faits, bah, il y en a, déjà tout le monde n'en a pas besoin, et en plus, il y a quand même un manque. Moi je conseille toujours d'en parler on va dire, aux premiers intervenants qui sont souvent avec les gens avec, et qui ont, pardon, avec qui les gens ont le plus de confiance. Donc, enfin, si je suis dans un squat, il y a souvent des bénévoles qui passent, ça peut être en parler à eux, qui peuvent après orienter dans le réseau de la ville, parce que chaque territoire a ses spécificités, donc chaque territoire va orienter. Ça peut être aller dans les permanences d'accès aux soins, ça peut être aller dans des permanences des associations, ça Des peut lieux être comme l'espace des lieux aussi, comme l'espace exactement, qui sont où là aussi là, pour faire bien de sûr. la prévention. Il n'y a pas une bonne réponse, ça va être une réalité qui va vraiment dépendre de où je vis, quoi. Mais l'important, je dirais, c'est de ne pas rester seul Mm. avec ça. Donc si mon Et pote me demande d'essayer, même moi peut-être, de l'accompagner. Moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, quand même, il y a des patients qui sont satisfaits de ce qu'on leur propose à la passe, qui du coup, la séance d'après, nous ramène, mais à tout le monde, hein, le psycho, psychiatre, médecin G, nous ramène le pote en disant, bah lui, il aimerait bien vous voir du coup, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Parce qu'on avait pas, avant de venir à la passe ou de voir un psychologue psychiatrie,
on a peur parce qu'ils vont nous injecter, parce qu'il Exactement, on a peur de y la a coercition. l'injection, tout ça. Et depuis qu'on a vu, qu'on a parlé, ok, cette personne est sympa, peut-être qu'il va devenir un ami, je vais l'amener quelqu'un parce qu'il a besoin, il est comme moi, Ouais, on a passé le même parcours. Et c'est ça, pour ça aussi qu'il ramène les autres personnes. exactement. Et ce qui marche super bien justement pour ça, c'est bah, c'est les interventions là où vivent les gens, quoi. C'est-à-dire que c'est les équipes mobiles, c'est bah, surtout les équipes mobiles en fait, c'est aller dans les foyers ou même des fois il y a des psychologues, de plus en plus il y a des psychos qui sont intégrés dans les foyers et c'est ça qui marche le mieux en fait. Parce que nous, à la passe du Vinatier, on reste à l'hôpital psychiatrique. Il Ouais. faut venir Donc jusqu'à il faut lui. venir jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Alors, les gens comprennent très vite ce que c'est que le Vinatier, enfin dans l'imaginaire collectif, je parle, Mm. de ce que c'est qu'un hôpital psychiatrique. Mhm. Même quelqu'un qui vient d'arriver, on lui dit tu vas au Vinatier, très vite il va comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Donc moi, beaucoup, hein, quand ils arrivent, ils me disent, bah, moi je pensais que j'allais être obligé de rester, machin, alors que nous, c'est des consultations, les gens, ils viennent, ils repartent, hein, on est un service, mais qui est très ouvert, quoi. Ça demande vraiment hein, de déstigmatiser l'image qu'on peut se faire de la psychiatrie, de la santé mentale. Et encore une fois, ça nous concerne tous. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si ça nous concerne tous, on a tous notre rôle à jouer. C'est-à-dire que il n'y a pas que les psychistes qui font qui améliorent la santé mentale des gens. Le bénévole qui va faire une distribution, qui va écouter, faire un récit de vie, ça améliore la santé mentale des gens. Écouter, soutenir ses amis tant qu'on se met pas en difficulté, parce que c'est là où aussi ça peut induire, ça améliore la santé mentale. La plupart des gens, et ça, c'est comme nous tous, quand on a un problème euh, affectif, n'importe quoi, on va pas tout de suite dire je vais voir mon médecin généraliste. Souvent, on commence à en parler avec les gens qui sont autour de nous. Je veux dire, le gros du care, ce qu'on appelle en anglais le care, donc le prendre soin, il se fait dans des échelles qui sont bon, au niveau de la communauté, je sais pas trop comment dire, mais au niveau de proche en proche. Après, avec les travailleurs sociaux qui aident beaucoup sur la question bah, des papiers, comment vivre au quotidien, comment accompagner les gens. En fait, nous, les, les psychistes, donc les spécialistes en santé mentale, on voit pas du tout la majorité des gens. En fait, la plupart de ça, ça va se diluer dans les relations. Est-ce que, par exemple, j'ai besoin de faire attention, qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui ils ont, comment dire, c'est pas un théorie ou ils croient comme ça, que comme j'ai pas de papier, j'ai pas le travail, j'ai pas le logement, j'ai pas besoin de faire prendre soin de moi, de soi. Et comment je peux faire, par exemple? Est-ce que c'est important de prendre soin de soi, même Ah, si mais j'ai pas. c'est, justement, quand on n'a pas les papiers, pas de travail et pas d'endroit, c'est super important de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, moi, enfin, souvent, c'est pas des trucs super évolués. Moi, je dis aux gens, faites du sport, rencontrez-vous avec vos amis, allez discuter. Et en fait, des fois, je trouve ça super marrant parce que, en fait, eh ben, les personnes se rendent compte que ça marche. Ils se disent, en fait, bah, c'est tout con, hein, mais ça fonctionne, quoi. Et c'est là aussi l'intérêt des lieux comme l'espace. L'espace vraiment peut diminuer la souffrance des gens, mais c'est en faisant bah, des activités, en restaurant Des liens des liens sociaux aussi. sociaux, c'est ça. Et tout ça, ça va forcément, ça va améliorer les gens. Et là, je sais pas s'il y a aussi des professionnels, de bénévoles qui nous regardent. C'est important aussi en tant que pro bénévole de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup soin des autres, mais il faut pas oublier de prendre soin de soi. Faut pas oublier des fois de faire des pauses. Faut pas oublier de rigoler avec les collègues. Faut pas oublier de manger un petit bout de chocolat à midi. Éviter de trop consommer aussi cigarettes et alcool, même si ben, des fois, une fois de temps en temps, ça peut faire du bien aussi. Mais il faut aussi prendre soin de soi en tant que professionnel parce que on est à risque. Être confronté à ça, bah, on est également à risque. Cette petite parenthèse, là, on peut revenir au sujet. Et du coup, moi j'avais une question aussi, c'est comment les personnes font quand elles ne parlent pas français? Très bonne Comment on question. consulte, comment on rencontre des médecins, comment on échange aussi avec des professionnels du travail social, comment on fait en fait pour que ça se... Eh ben, on a la chance d'avoir, en tout cas ici au niveau de Lyon et de l'Auvergne-Rhône-Alpes, nous on a des interprètes, euh, je dis souvent que c'est open bar, quoi, mais en fait en psychiatrie on peut avoir des interprètes en présentiel pour toutes les consultations. Et c'est super important. Je travaille tout le temps avec des interprètes parce que
bah, déjà, il y a la communication, mais il y a aussi ce qu'on disait au début, toutes ces notions qui sont partagées dans une culture, une société, que moi j'ai pas, hein. Moi je suis picard, j'ai grandi à Amiens, franchement, ce qui se passe en Guinée ou en Érythrée, j'y connais rien. Et donc avoir cet interprète qui fait aussi rôle de médiateur, c'est super important. C'est super important. Et pour les gens aussi, c'est super important. Pour les personnes eux-mêmes concernées, ça aide à instaurer un lien. Et là, Aman, tu peux aussi nous parler, parce Oui, que c'est toi, je ça, sais que c'est tu C'est, mon es c'est, métier, c'est en le fait, métier. médiateur-interprète, tu peux nous en parler un peu plus. c'est pas une question mais en fait aussi, comment dire, c'est un support aussi plus. Comme tout à l'heure, on avait dit, on a parlé vite fait de la question, le concept, c'est pas du même culturel. Par exemple, il y a certaines personnes qui, quand ils viennent à l'hôpital, ils ont une autre imagination parce que dans leur pays, peut-être que il y a les patients qui sont enchaînés avec, Mhm. comment on dit, enchaînent, Des chaînes, ouais. les chaînes qui sont enchaînées, attrapés sur le lit ou tout ça, parce que ça, on a cette imagination. Pourquoi je vais y aller à l'hôpital? Mhm. Parce que si je vais partir à l'hôpital, ils vont me donner obligation de prendre les médicaments, obligation de prendre l'injection, plus ça, et je ne parle pas français, et comment je vais faire? Donc le rôle d'interprète, d'abord, c'est la présence d'être un interprète ou médiateur. Il va rassurer cette personne, parce que très bien soin, ce qu'on fait, de parler avec lui, avec sa langue, de, voilà, d'être souriant, à l'écoute. Après aussi, de donner un peu des idées, par exemple, comment ça se passe à la base, parce que peut-être que il y a Ouais. certains praticiens et ils posent des questions très systémiques, parce qu'ils sont habitués, ils ont fait les études comme ça, mais lui, il a besoin de peut-être de parler du sujet n'a rien à voir avec le sujet que même l'interprète ou le médiateur, si ce n'est pas bien formé, peut-être lui, il va perdre. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un, un interprète ou médiateur, qui est bien formé, qui peut faire des liens entre les professionnels et la personne qui vient, de donner un peu la place et aussi de rassurer. Exactement. Et ce que tu sais, c'est aussi important la formation des interprètes et des médiateurs. Et du coup, là, c'est le petit moment pub pour le début de dialogue, mais qui est porté par Lars Persson-Dara. Mais bref, voilà, c'était juste pour dire ça. Il y a vraiment ce dialogue, enfin, où quand ça se passe bien, c'est super agréable en plus, hein, de discuter à trois. Moi, je trouve que c'est vraiment des bons moments, et puis on arrive à s'accorder, et ça se passe. C'est l'essentiel en fait de faire un peu adresser les personnes, de venir, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise, de faire très formel, poser des questions. Du coup, comme ça, peut-être que toi, parce que tu es professionnel de ce domaine, et nous, on vous accompagne, on vous soutient, et il y a aussi un autre regard, et les personnes qui nous regardent, peut-être qu'ils ont une autre question. Mhm. Nous, on ne peut pas imaginer. C'est important aussi de faire un peu informel, Ouais. c'est l'idée. Et du coup, j'avais une question aussi, c'est, bon, on peut avoir aussi peut-être des préjugés sur les interprètes, même quand on est personne concernée. Je me dis, s'il y a quelqu'un de la même culture, du même pays, des fois, est-ce que ça crée pas aussi des trucs un peu ambigus ou En fait, comment on fait, c'est comment pas vous une question, travaillez là-dessus, vous, les c'est interprètes? pas une question de préjugé, ou c'est quelquefois c'est de la peur, parce que si l'interprète il est de la même communauté, des mêmes langues, peut-être il a forcément, peut-être il y a très chance qu'il peut se croiser avec les personnes, peut-être Ouais. dans un mariage ou d'autres, peut-être que eux ils vont penser que cette personne il va parler avec d'autres personnes, il va partager tous mes parcours, tous mes précis, et je n'ai pas envie qu'il parle avec cette personne. Peut-être qu'il y a les liens, par exemple, les questions que, parce que certaines personnes qui sont passées par le Méditerranée, même par le désert, qu'ils avaient des interprètes qui traduisent mal pour être payés, Ouais. parce que ils ont ce projet dans leur tête que tous les interprètes ils peuvent aussi trahir. Peut-être qu'ils travaillent avec l'État de leur origine de pays, peut-être que aussi ils travaillent avec la police ici. Ils sont avec tous les traumas qu'on a, on est très sensible. On peut imaginer sur les interprètes. Bah, pourtant, c'est pas ça. Les interprètes, quelquefois, ils sont ciblés sur la charité, peut-être aussi, ils sont, comment dire, sur la confidentialité, Mhm. qu'ils n'ont pas le droit de partager, quoi qu'il soit, quoi qu'ils ils l'écoutent, ils ont à l'écoute à la personne, ils sont là pour faciliter, c'est pas pour aussi partager avec d'autres personnes. Alors, juste pour préciser aussi, pardon, c'est, je vois qu'il y a des questions et en fait, on y reviendra à la fin, quoi, à la fin, dans 10 minutes à peu près, on gardera 30 minutes pour reprendre les questions qui sont en commentaire. Voilà, c'est juste pour dire ça aussi. Ok. Du coup, euh, bah, du coup, t'as une question, toi, Tu ou... peux poser, après tu peux... Oui, bien sûr. Donc du coup, moi je voulais savoir, c'est est-ce que du coup,
Et on est victime de quoi? On peut avoir un psychotrauma parce qu'on est plus fragile qu'un autre ou pas? Ou, au final, est-ce que, En fait, là, chaque personne va être différente dans la manière où elle c'est va ça, sur la question réagir. des événements, C'est ça. comment en fait, Chaque il y a personne va être différente et comme tu disais très bien aussi, bah, la personne elle évolue et quelque chose qui était pas présent à un moment, il peut être présent après. Donc c'est pas une question de fragilité ou de force en fait, c'est c'est juste que on varie dans la vie quoi, je sais pas trop comment le dire, mais ça aussi c'est des choses qu'on associe souvent, les faibles, les forts, les machins, alors que en fait, généralement c'est plutôt de la souffrance. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, en fait, cette souffrance, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes. Et j'utilise ce terme qui est peut-être un peu vague, mais ça peut être se sentir un peu triste, ça peut être stressé, ça peut être ne plus se reconnaître, avoir l'impression que soit j'ai changé, soit que le monde il a changé, que tout le monde peut me vouloir du mal, de me sentir déconnecté des autres, de me sentir coupé de mes sentiments. Euh, Tout ça, c'est des choses qui peuvent aussi qui peuvent influencer. Et pareil, j'ai oublié de me parler de quelque chose tout à l'heure dans les symptômes, les troubles de la mémoire. J'ai envie de dire, après le sommeil, en fait, moi, c'est la plainte numéro 2. C'est que les gens me disent, j'oublie tout. Mm. Ils me disent, je me souviens plus de rien, je sais plus, j'oublie mes rendez-vous, je perds mon sac dans le métro, je me souviens plus des fois de ce qui s'est passé avant, je sais même pas de quel jour on est. je me souviens pas de quel jour on est. Ça, c'est réversible. C'est-à-dire que ça revient. C'est en lien. Si vous voulez, les gens, on a tellement la tête remplie de stress, de pensées négatives, d'images du passé, de plein de choses, que bah, notre cerveau, il peut plus imprimer des nouveaux souvenirs. C'est-à-dire que c'est complètement plein. Donc si on arrive à faire diminuer ce stress, cette tension, bah, les personnes, elles récupèrent ces oublis, ces troubles de la mémoire, ce qu'on dit. C'est des choses qui sont fonctionnelles, c'est-à-dire que c'est la fonction qui est altérée, mais le cerveau, il reste intact, entre guillemets, donc ça revient. Ça, c'est très important. C'est la première chose que je dis, c'est difficile, ça va pas revenir d'un coup, mais ça revient. Ce que je conseille aux gens, ils me disent, avant, je pouvais lire tout un bouquin d'un coup. Là, je lis 3 lignes et j'arrive plus. Je leur dis, bah lisez 2 lignes. Vous lisez 2 lignes. Puis après, si jamais ça va, vous continuez. Si jamais ça va pas, il faut arrêter parce que continuer, ça va être s'exposer à l'échec, ça va être du coup induire un sentiment enfin, induire vraiment une mauvaise estime de soi, à dire je suis nul, je sers à rien. Donc pour éviter ça, on continue et peut-être que demain, eh ben, vous pourrez lire 3 lignes. Et peut-être qu'après-demain, ça sera 4. Et pour ça, les cours de français, tout ce qui va stimuler le cerveau, c'est super important. Et ça aussi, ça permet de diminuer les symptômes. Parce que, en fait, tu me fais penser à un truc. Il y a certaines personnes, le cerveau il est ailleurs. C'est-à-dire, parce qu'ils Oui, pensent oui, dans leur pays, même peut-être qu'ils ont l'envie d'aider quelqu'un qui peut-être qu'il est en débit, qui est partagé, parce qu'ils sont en train de exactement. torturer. Et à chaque fois, ils voient des images qui sont très, très douloureuses, parce qu'en eux, dans leur tête, on va l'aider, la personne, parce qu'on va partager, c'est un peu un geste pour eux. Mais en même temps, il oublie pour soi, parce que c'est trop traumatique. Il y a un échec, un écho Mm. sur soi, et comment je sais pas comment il peut gérer ça, par exemple. Ça, je sais pas de. Non, c'est pas une question. Oui, je Non, suis je te désolé. comprends. Mais en fait, parce que moi, je vois Ouais, ouais, tout le monde qui dit que moi, je pars à l'école pour cours de français, mais ouais. pourtant, J'aimerais j'ai fait travailler. beaucoup des études, et là, je suis arrivé, j'ai le sentiment que je suis un Ouais. enfant, je ne sais Oui, pas quoi oui, oui, faire. oui. Oui, tout à fait. Ouais, c'est difficile, la barrière de la langue, comment en plus, des fois on n'est juste pas disponible et comme tu disais, il n'y a pas la disponibilité non Oui, plus disponibilité. parce que ça peut Ouais. encourager, ça peut faire du bien, je pense, mais des fois en fait, comme tu dis, Oui, c'est pas possible, il n'y a rien de nouveau qui peut rentrer pour le moment parce que bah, quand on se sent pas bien, et ça je pense que ça peut arriver aussi ouais, à tout à le tout. monde. Et du coup, on arrive à la fin des questions qu'on se pose entre nous à notre échange et après on va passer aux autres questions. Mais moi je voulais savoir, du coup, on peut faire quoi aussi? Est-ce que tu aurais des idées, des petites astuces aussi bah, quand on a, voilà, on vit un peu ça, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est seul?
Mais Aller à l'espace. ça oui, bien sûr. Mais je sais pas, des petites techniques un peu, de, je sais pas, de respiration, Il y a de... des, il y a des applications qui peuvent être utilisées là, de cohérence cardiaque. Alors, je dirais pas les noms parce que je crois que de toute façon, je les connais. Oui, mais il en existe. Il en existe où c'est des exercices basés sur la respiration. Après, essayer de continuer toujours à maintenir ce lien social, de continuer à aller faire des foot avec ses potes, de limiter ses consommations. euh, Je te rejoins. Il y a certaines personnes aussi- parce qu'ils sont grandis avec une culture, d'autres cultures. Peut-être que la religion, peut-être que par exemple, Ah oui, ça, on n'a pas sans, par parlé, mais exemple, qui sont grandis avec, ils sont en culture avec cette pratique. Donc peut-être que ça, si ça fait du bien pour soi, pourquoi pas de le faire. Mm. Même si individuel à la maison, si je suis chrétien, je peux lire une Bible, si je suis ouais, musulman, je peux lire un Coran, peut-être que je peux appeler quelqu'un pour me parler. Il faut trouver les personnes en confiance, de notre proche, amis ou de notre entourage, même si on sait que peut-être qu'il va parler avec d'autres personnes, c'est pas, on s'en fout. L'essentiel de trouver une solution pour l'instant temporaire et après pour le reste, si on est conscient comment on peut gérer, c'est facile à faire. Et je pense qu'aussi, il y a la question de pas culpabiliser. mm, Parce que des fois, quand on va pas bien et qu'on est dans des situations exactement. compliquées, on culpabilise de faire des choses qui nous font du bien. Genre, non mais j'ai pas de logement, c'est compliqué, mais en fait, il faudrait que j'aille faire du sport et passer un bon moment et rencontrer des personnes. Bah oui, en fait, des fois, ça peut aider Mm, aussi et ça permet aussi de tenir un peu le coup, je pense, autant que ouais. possible. Ouais. Du coup, on passe aux questions. C'est que, donc, du coup, on a Naram derrière qui a fait la modération et dramatique. Du coup, on a des petites questions. On a un premier commentaire, c'est dans la mesure où les psychotraumas ont des conséquences, ont pour cause des difficultés d'intégration. Pourquoi les demandes d'asile et les procédures sont aussi longues et aussi lourdes? Donc ça, Alors, je suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Ouais, moi, je partage cet avis. Et il y a Ouais. d'ailleurs, je crois que c'est Elisabeth qui parle du traumatisme de l'attente. Et c'est vraiment ça, hein, la longueur des, euh, des procédures a un très très fort impact. Il y a même des études internationales qui montrent que bah, l'attente est longue, plus il y a d'impact sur la santé mentale. Alors pourquoi ça, par contre, je suis désolé, je peux pas répondre parce que je suis pas du tout dans ces choses-là. Là où c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais sur les difficultés d'intégration, en fait, ça en lien vraiment avec les symptômes. C'est-à-dire que bah, les troubles cognitifs, on a plus de mal à apprendre la langue. L'évitement fait qu'on peut avoir plus de difficultés à rencontrer d'autres personnes, l'hypervigilance aussi. Donc tout ça font que les personnes ont plus de mal à s'intégrer, mais c'est en conséquence directe au trouble. Je veux dire, il faut pas pénaliser, Mm, enfin, faut pas mettre la responsabilité sur l'individu. mm. On a trop tendance à faire porter des responsabilités sur les individus qui sont au final bah, plus collectives ou Mm. sociétales. Mais je suis désolé, je peux pas forcément répondre à Oui, la question. bah, moi non plus, parce Je que sais pas du si coup, vous avez un avis. c'est oui, c'est une lourdeur administrative qui fait beaucoup de mal aux personnes et fait beaucoup de mal aussi aux professionnels, je pense, Ouais. qui les accompagnent. Et c'est assez compliqué. Mais malheureusement, je pense que voilà. Comme on disait tout à l'heure, parce que comme j'ai pas le logement, j'ai pas le travail, j'ai pas le papier, ce que je peux prendre soin, c'est des questions. En fait, il faut se concentrer sur soi, en individuel, parce que ça va pas l'empêcher que même si j'ai un papier, si je me fais mal, donc l'essentiel de concentrer et de trouver une solution en attendant. Le papier, aujourd'hui ou demain, il va venir un jour, le papier, ou pas aussi. Faut être honnête. Bah oui, mais oui, et la question de l'attente, qui est compliquée à gérer. Et voilà. Du coup, on n'a pas du tout répondu. Bah ouais, Ouais, c'est compliqué. Si jamais j'ai remarqué que mon chef de travail a des symptômes de traumatisme qui impactent l'atmosphère au travail, que dois-je faire en tant qu'employé? Est-ce qu'il y a un risque pour en parler? Est-ce que tu as des connaissances en...
Oh ça non, est-ce qu'il y a un risque de parler? Pff, moi j'ai jamais eu ce cas-là. Mmh. Après c'est peut-être bien de lui en commencer par en parler À lui, à la si on se sent en personne confiance, je concernée pense. si on se sent Ouais. si on se sent en confiance. Après ça dépend aussi des endroits parce qu'il y a enfin, des La médecine entreprises, du la travail aussi, médecine je du pense, qui peut travail, être c'est ça. présente, sur ces questions-là et Ça peut être, mmh, ça peut être des pistes et ça dépend aussi ouais, de où sont, bien dans sûr quelles et entreprises, associations, mais ça commence aussi, voilà, si on a un bon lien avec la personne et qu'on se sent en confiance. euh, Ça arrive fréquemment quand même qu'on voit des collègues qui sont en train de s'épuiser, parce que comme je dit, on fait des métiers, des professions qui sont à risque. Connaître les risques psychosociaux en lien avec notre travail et savoir aussi que c'est pas une faiblesse de, des fois avoir besoin de s'arrêter, bah, c'est déjà ça. Après, sur cette question de comment faire dans une situation particulière comme ça, mmh, ça peut se jouer aussi au niveau de ouais, l'institution ouais, je pensais aussi à l'institution de en répondre, elle-même, et c'est aussi à l'institution de mettre en place des choses pour limiter au maximum les risques, que ce soit des supervisions, que ce soit des activités, des choses, je sais pas exactement quoi, mais on fait des sessions de team building. Non mais ça, enfin, oui, il y a à la fois les choses qu'on peut mettre en place par nous-mêmes, donc comme vous disiez, des choses de self-care, comme on disait tout à l'heure, mais il y a aussi une responsabilité des institutions à mettre en place à limiter les risques pour leurs employés. mmh et bon, du coup, là, c'est juste une remarque, c'est plutôt quelqu'un qui est bénévole à la Croix-Rouge et voilà, elle rappelle l'importance de prendre soin de soi parce que quelqu'un qui ne va pas bien ou qui ne prend pas Ouais, soin de soi, en tout cas, peut pas être un peut bon pas être. bénévole, donc du coup, c'est vrai pour, je pense, Exactement. tout le monde. Alors j'essaie de lire la question, OK. Bah, du coup, c'est quelqu'un qui, accompagne des personnes et avait des doutes, sur la question du psychotrauma et en fait la tes explications, très claires, on peut font confirment un peu, ces Alors, suppositions et on va faire un deuxième moment pub du coup. Non mais c'est vrai qu'en fait, oui, à c'est vrai. l'Orsper, on est quand même vraiment très attaché à cette question de pouvoir d'agir, donc donner aux gens, que ce soit des professionnels, des personnes concernées, des bénévoles, C'est ça, les des moyens, outils. des outils pour comprendre et gérer ce qui leur arrive. Donc on a fait 2 guides qui sont téléchargeables gratuitement sur Sur, notre notre site site. internet, vous l'avez Je fais un normalement peu en de pub, mais commentaire. On a également une plateforme ressources où vous les retrouverez et du coup, bah, vas-y. bah, en fait, c'est des choses qui sont très bien faites. Il y en a une qui est à destination des personnes concernées, qui est en 5 Tu peux langues. rendre ça fixé parce que Oui, qui ça est bouge. disponible Ah, en pardon. différentes langues, français, arabe, albanais, anglais, Dari? bengali. Non? Magali. Donc voilà. Non, la caméra là. Mais tout ça, c'est Mais vraiment, en fait, ça aide. Et puis il y en a un autre aussi, pardon, je fais pour les. et du coup, le second, c'est plutôt pour, les intervenants sociaux, mais au fond, Au fond, tous ceux qui bossent avec des personnes qui sont concernées par la migration. Tout ça, vraiment, c'est un peu ce qu'on fait là, mais résumé ouais. dans deux petits Non, puis il est pas mal guides. illustré et Donc accessible, ça voilà, peut, tout le monde. peut-être que sur certains points, on allait un peu vite, on n'a certainement pas été exhaustif, C'est mais si ça vous intéresse, c'est des choses qui sont en libre accès. Et on gagne pas de thunes en vous disant ça, hein, c'est pas pour. non, oui, c'est totalement gratuit. Oui. On l'a peut-être pas précisé, mais et du coup, il y avait la question, mais est-ce que l'interprète n'est pas soumis au secret professionnel? On l'avait dit oui, l'interprète est soumis au secret professionnel, quand il intervient. Si. Ouais, c'est exactement. Ils sont soumis, les plateformes, par exemple, ils ont une charité. S'ils travaillent avec la police ou si, il est soumis que de ne pas partager extérieur. Mmh. Euh, Donc il engage aussi sa responsabilité, donc c'est ça aussi qui fait que J'avais trouvé très intéressant, je coupe un peu, mais ce que tu as dit sur la peur des fois qu'ont les gens quand tu es un interprète, surtout dans des communautés qui sont pas forcément très, oui, il y en a pas forcément beaucoup, de recroiser les autres personnes. Et donc ça, de vraiment dire que tu es soumis au secret professionnel et mettre aussi certaines fois un peu de distance. Moi, je les Libitum. vois des fois où
Bah, c'est soit trop proche, soit De- trop éloigné, quoi. Donc la C'est notion de bonne distance, elle est compliquée, je pense. c'est important en fait, peut-être que pour certaines personnes concernées, que ça fait un peu choquer parce que peut-être qu'on connaît cet interprète extérieur qu'on voit dans un bureau ou avec des professionnels travailleurs et il fait peut-être qu'une autre manière de l'être avec les personnes concernées. Peut-être que ça ne va pas choquer parce que c'est un travail, il faut être professionnel, c'est comme ça que ça va marcher. Mais peut-être qu'on dort, il y a une autre personne, que c'est la même personne mais c'est une autre personne. Et toujours, il y a les règles qu'il doit respecter. Il ne peut pas partager sans, même ses paroles pendant la séance sans l'autorisation de la personne. Mmh. Et après, moi aussi, j'ai un petit truc aussi, c'est aussi en tant que professionnel, s'intéresser vraiment à la personne et voir par exemple, ce que j'ai beaucoup vu pour la question de l'arabe par exemple, ou si la personne est syrienne, Hmm. un interprète parlant un arabe plutôt algérien, ça va être plus compliqué pour la compréhension et t'as peut-être également ça. En fait, il y a certains, pour certaines personnes ou dans certains pays, même si l'arabe est international, euh, il y a des dialectes Hmm. Mm. locaux qui ne sont pas les mêmes dialectes. On n'a pas aussi les mêmes prononciations. Donc, c'est pas tout le monde qui parle les mêmes langues. Donc, il faut quand même vérifier l'importance de demander à la personne quelle langue il parle, quel dialecte, Mm. si on peut avoir l'interprète qui peut parler les mêmes langues. C'est ça. Et, oui, et dans d'autres pays, il y a différentes langues, et donc du coup, toujours s'intéresser aux cultures des personnes et que les personnes s'autorisent aussi, si elles le peuvent, à faire comprendre que quand il y a quelque chose qui va pas en arabe. Est-ce que tu veux les dire à l'oral, si ça... Ah oui. Ou tu me... Vas-y. Pas basse, Vas-y. ouais. Merci. Comme ça sera plus simple pour le reste. Dans la période d'attente de régularisation, les troubles mentaux peuvent-ils être en latence, car les préoccupations de survie Ouais, sont présentes exactement. et surgir plus tard. Exactement. C'est une très bonne question. C'est souvent, moi, que je fais pas mal de formations avec les intervenants sociaux. Et mais ça m'arrive aussi, moi, des fois, quand quelqu'un vient m'annoncer qu'il a les papiers, je me dis, trop cool. Et en fait, c'est pas la manière dont le vivent les personnes, parce que effectivement, en fait, pendant toute cette période, il y a la question de la survie qui est très présente, donc les gens sont focalisés sur un objectif, qui est celui d'obtenir les papiers. Et une fois qu'ils les ont, il y a tout qui revient, en fait. Déjà, généralement, quand on a le statut de réfugié, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus retourner dans son pays, donc ça peut faire aussi une déconnexion avec sa culture, Sa avec ses famille racines, aussi, avec sa famille. Dans certains cas, on peut faire des regroupements familiaux, mais c'est loin d'être la majorité. Donc ça peut être aussi faire une certaine coupure. Ça peut aussi faire remonter toute la culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres non, d'avoir, entre guillemets, abandonné, hein, je dis ça parce que les gens le vivent comme ça, Mm. de ce sentiment de culpabilité d'avoir, entre guillemets, abandonné des personnes. Et donc, effectivement, ça peut faire ressurgir tout ça. Et donc ça nous invite, nous, à pas préjuger des réactions des autres. Et moi, je le faisais peut-être un peu trop au début. Et donc maintenant, quand on m'annonce ça, j'attends de voir, je fais une petite temps de pause et je vois un peu comment ça se, comment ça se déroule après. Parce que effectivement, il faut pas préjuger. De la même manière que, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on vit des choses horribles qu'on est forcément traumatisé, mais il y a d'autres personnes qui, pour des événements qui nous peuvent nous paraître quasiment banaux, développent de vrais psychotraumatismes. Donc c'est important de pas préjuger de la souffrance ou de l'état mental. Je suis d'accord avec toi, parce que même si on n'a pas le problème psychique, quelque part aussi, et là, comment dire, la société, on n'a pas la même société, aussi les cultures. Peut-être que le geste, la réaction qu'on fait, peut-être qu'on c'est pas le même. Du coup, Mm. c'est important de montrer, ou pas, de parler avec les personnes qui Ouais, disent que peut-être qu'on n'a pas les mêmes cultures, un peu de revenir en arrière, que peut-être que je regarde avec ma culture, ouais. cette personne, et peut-être qu'il réagit comme ça, mais c'est pas ça, quoi. On a tous des stéréotypes et des préjugés. Je veux dire, et ça, c'est normal. On en a tous. Il faut le savoir, parce que le savoir, c'est les corriger. Et donc savoir pourquoi cette personne me fait vivre ça, pourquoi je pense ça quand je vois cette personne, pourquoi d'un coup je me dis, ah, ça, si c'est tel,
Et si on pousse le truc, c'est telle nationalité, ça va être tel problème. Bah, le savoir, c'est de se dire, ça, ce que j'ai, je suis en train dans ma tête, c'est une idée préconçue qui, ça se trouve, n'est pas vraie du tout. Et donc, ça permet de la corriger. Ça, c'est ouais, c'est très. Est-ce que je peux poser une question? Non. Vas-y. Si. Est-ce que tout ce qu'on a fait, les événements Facebook, aussi, il y a d'autres langues qu'on est en train de faire sur les événements Facebook, est-ce que ça peut remplacer la consultation de professionnels? Non. Mais ça peut aider à y aller ou aider à comprendre si on en a besoin ou pas. Ça aide à. Comment dire ça? Bah, ça améliore, j'espère, un peu les connaissances, je sais pas trop comment le dire, mais qu'ont les gens peuvent avoir sur leur propre. Donner un peu des éclairages sur les bases de la C'est santé ça, mentale. exactement, c'est ça. Pardon. Comment accompagner ou réagir face à une situation limite? Limite, Il y a peut-être une fin de question. limite genre. Comment accompagner... pardon. Non, je t'en prie, pardon, excuse-moi. La question, comment accompagner ou réagir face à une situation limite au niveau de la santé mentale? Exemple, une personne qui ne parle pas français mais qui est enfermée chez elle dans une détresse profonde qui a menace de se suicider. Comment l'accompagner en respectant leur consentement et en sachant qu'elle ne souhaite pas parler avec quelqu'un de sa même langue? Waouh, ça c'est une situation qui est très limite. Après, je pense qu'il y a un moment où si la personne est en danger, c'est vraiment le suicide, c'est un danger de mort, hein. Ouais. Il faut pouvoir avoir, si ça dépasse un certain point, il faut pouvoir contacter les secours. Après, comment faire pour l'accompagner au quotidien? Ça dépend un peu de la situation de cette personne. Si elle souhaite parler à personne de sa langue, dans sa langue maternelle, déjà, est-ce qu'elle a des notions dans d'autres langues qui pourraient essayer de débrouiller certaines choses pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi elle veut pas parler à des personnes dans sa langue, parce qu'elle a été victime de violences, parce qu'elle a peur d'être retrouvée, parce que ça peut être plein de raisons différentes. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas forcément de boîte à outils avec des solutions, des solutions miracles. Dans ces cas-là, je pense que là, il faut être individualiser cette situation, surtout ne pas rester seul. Je sais pas donc quel rôle a la personne qui pose le commentaire. Est-ce que c'est plutôt un ami, un proche, un bénévole, un pro, un accompagnant? Mais dans tous les cas, c'est essayer de ne pas rester seul. Nous, il y a pareil, je sais pas d'où elle vient, la personne qui met le commentaire, mais à Lyon, il y a des plateformes où on peut appeler des professionnels en santé mentale pour avoir de l'orientation, donc là notamment la plateforme Live qui est sur le Vinatier. Pour les idées suicidaires, il y a un numéro national de prévention du suicide qui est le 3114, qui est ouvert à tout le monde, autant les personnes concernées que les soignants, que la famille, que absolument tout le monde. Donc ça peut être aussi des pistes à utiliser pour pouvoir trouver des solutions qui soient adaptées au terrain, quoi. Une autre question? Une question, est-ce que vous avez eu la possibilité d'utiliser la médiation animale dans le cadre de psychotrauma? Non, mais je pense que c'est une super bonne idée. Nous, en fait, à la passe, le problème, c'est on peut pas trop, enfin, on peut pas dans le sens où on est censé accompagner les gens vers les soins généraux une fois qu'ils ont les droits ouverts. Mais ça, je pense que c'est vraiment des très 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 bonnes idées. Et je pense que effectivement, ça peut bien fonctionner. Moi, j'ai pas fait de la médiation animale, mais oui, il y en a. Oui, je Il y a cherche un le rhizome. rhizome. Mais les animaux pensent, je pense que ça marche très bien sur l'empathie, la restauration de la confiance en soi, la question de savoir que je peux prendre soin de quelqu'un et que quelqu'un, même quelqu'un, cet animal peut prendre soin de moi. Euh, Moi, à Lyon, j'aurais plutôt tendance à orienter généralement vers les jardins. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans leur pays, qui avaient un rapport à la terre, soit d'agriculteurs, soit parce que les parents avaient des terres ou des choses comme ça. Et le fait de se reconnecter avec
avec voilà, un métier manuel, de travailler la terre, ça marchait très bien. Donc ça, c'est plutôt dans l'expérience que j'ai. Et du coup, et donc il y a un Rhizome, un numéro de Rhizome qui est aussi disponible, la revue Rhizome qui est disponible sur notre site internet, Lars Pertandara, qui justement parle de la question des animaux. Voilà. Il y a un commentaire. Je suis bénévole à Marseille auprès des personnes de demande d'asile qui n'ont pas d'hébergement au FI et vivent sous un pont. Je vois des gens basculer après plusieurs mois. C'est terrible. Il n'y a pas assez d'équipes mobiles de prise en charge. Les pompiers ne veulent souvent pas intervenir. C'est terrible. Je suis assez d'accord. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont réactionnelles aux conditions d'accueil. Les conditions d'accueil, en fait, enfin, nos conditions de vie, ça a un impact sur notre santé mentale. Ça peut créer ce qu'on appelle la souffrance psychosociale. Donc la souffrance des symptômes anxieux, dépressifs, le fait de ne pas dormir, le fait d'être stressé, d'être triste, qui sont en lien direct avec les conditions de vie, des personnes. Et certains de ces symptômes se croisent avec ceux du psychotrauma. Moi, à Lyon, on a beaucoup de demandeurs d'asile, pareil, qui ne sont pas hébergés et qui vont faire un temps de rue avant d'avoir parfois la chance d'être hébergés. Et au final, une fois qu'il y a l'hébergement, eh ben, on se rend compte que les symptômes diminuent sur le fait d'être protégé. Ça questionne un peu sur comment on fait pour prendre en charge cette souffrance. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des psys ou du logement? Mais on n'est pas aujourd'hui là, c'est pas forcément pareil. Enfin, c'est des choses qui sont moins en dehors de mon pouvoir. Ce que je peux dire dans ces cas-là, c'est que c'est pas parce que ces personnes sont à la rue qu'on ne peut rien faire. Moi, j'ai coutume de dire que je fais de la psychiatrie palliative dans ces cas-là, c'est-à-dire que je vais pas, si on prend l'analogie, je vais pas être curatif, je vais pas pouvoir soigner le trauma, mais par contre, on peut quand même aider les gens à mieux vivre leur situation. D'où l'intérêt aussi des lieux, des accueils de jour, de l'espace, qui permettent de mieux vivre cette situation, parce que c'est des choses qui sont en dehors de notre pouvoir. Je pense qu'en tant que professionnel ou bénévole, à chaque fois, faut pas que j'oublie, c'est important aussi de connaître ses limites et de savoir ce qui est dans nos capacités et ce qui ne l'est pas. Parce que sinon, on peut très vite s'épuiser, quoi. Et c'est pas parce qu'on connaît ses limites qu'il faut rien faire, hein. Je sais pas du tout ce que je dis, mais il y a, comme vous l'avez très bien dit, il y a des choses qui sont en dehors de notre pouvoir d'agir en tant qu'intervenant, et voilà. C'est important de le savoir, et c'est important aussi de pouvoir quand même continuer à aider les gens. That's it. C'est tout bon. Du coup, merci beaucoup déjà, Morgane et Amon et à moi. Merci à toi. Et Et à merci Laurence. Naram beaucoup aussi. Merci beaucoup aussi. Du coup, c'était super intéressant et c'est la première fois qu'on fait un Facebook Live en français. Parce qu'on avait aussi, on s'était intéressé à d'autres langues, on en avait fait en arabe, on en avait fait en tigrinya et en anglais. Et c'est aussi un format qui est assez intéressant puisque du coup ça peut intéresser beaucoup de personnes qui sont concernées et du coup concernées au sens très large aussi, Ouais, je bien pense, sûr. parce que c'est des personnes qui peuvent être directement concernées comme des accompagnants, des proches, Exactement. voilà, tout un tas de professionnels et bénévoles qui sont autour des personnes et du coup voilà. Du coup cette vidéo elle sera disponible encore en replay. Et voilà, du coup, Merci merci pour l'attention. Ouais, merci beaucoup. Puis, bonne Mais soirée. bonne soirée, oui.